Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Première semaine de déconfinement. Alors c'est pas encore pour nous le collège, peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, en tout cas en petit comité et pas à la classe comme on a l'habitude de le faire. Je ne sais pas si on se retrouvera en classe complète d'ici les grandes vacances d'été. En tout cas, nos cours en vidéo continuent. Et c'est vrai que nous avons fait dans une première partie les origines de Rome. Vous avez vu Rémus, Romulus, c'était une histoire assez fascinante. Nous allons aujourd'hui rentrer un petit peu plus dans l'histoire, laissant un petit peu la légende de côté, encore que vous allez voir, il y a des choses qu'on ne connaît pas vraiment. Il faut savoir en histoire se dire les choses qu'on ne sait pas. On va mettre le grand 2, d'accord? La République romaine. La République romaine, grand 2. C'est mis, hop, je vous le mets là-haut, vous le mettez dans votre cahier, au moins ça sera fait. On saute une ligne ou deux après les origines de Rome, on ne met pas le titre en bas de page, on le met sur la page de droite, je vous le rappelle, voilà comment on s'organise. Il faut peut-être vous rappeler les choses, je vous rappelle qu'on était quand même au mois de mars et qu'il y en a qui confondaient encore leur droite et leur gauche. Mais bon, c'est la vie, et c'est pas grave. Alors, grand A, SPQR. SPQR, c'est la devise de Rome. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du latin, vous pouvez peut-être le voir. Ça veut dire Senatus Populus que Romanus, le Sénat et le peuple romain. Voilà ce que ça veut dire, c'est véritablement la devise et ça traduit assez bien ce que c'est que cette République romaine. Je vous rappelle que vous aviez à chercher pour aujourd'hui la définition de République. Alors j'espère que vous l'avez trouvée. Alors c'est un système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple et non pas à un seul homme, un roi par exemple. D'accord? Système politique dans lequel le pouvoir appartient à tous les citoyens, au peuple, qui élisent des représentants. Voilà ce qu'on aurait pu mettre. Un système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple et non pas à un seul homme. Un système politique dans lequel les citoyens élisent leurs représentants. Voilà. Et on aurait pu mettre la traduction latine de république, res publica, qui veut dire la chose publique, ce qui appartient à tout le monde finalement, et non pas à un seul. Je vous rappelle que pendant longtemps, les Romains ont été sous la domination de rois étrusques qui gouvernaient tout puissants et qui avaient tous les pouvoirs. En moins 509, ils ont décidé de se révolter, de chasser le dernier roi étrusque, Tarquin le Superbe. Le mec, il se la sentait un petit peu, rien que dans son surnom. En tout cas, les Étrusques sont chassés et les Romains vont avoir une aversion, une allergie au roi assez grande. D'ailleurs, le jour où l'un d'entre eux, Jules César, voudra trop de pouvoir et semblera se comporter comme un roi, au revoir Jules César. Pour vous dire, bon, ça ne sera pas gagné puisque son neveu finalement Auguste prendra le pouvoir et deviendra empereur, ça en sera terminé de la République. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est un système politique dans lequel le pouvoir appartient au peuple et où les citoyens élisent des représentants qui vont gouverner à leur place, si vous voulez. C'est ça, la res publica romaine. D'accord? Ils se sont sans doute inspirés de la démocratie athénienne, rappelez-vous. C'est une démocratie évidemment limitée, on se rappelle, et vous allez voir qu'à Rome, elle est également limitée et que, sous une apparence où tous les citoyens participent, finalement, encore une fois, c'est les plus riches, les patriciens, comme on les appelle, qui ont la réalité du pouvoir à Rome. Puisqu'il ne faut pas se leurrer, à Rome, j'ai dit que c'est les patriciens, les plus vieilles familles de Rome, qui ont véritablement le pouvoir, on va le voir. Les plébéiens, la plèbe, le peuple, ça donnera évidemment en français, c'est le reste, les gens moyens ou ordinaires, pauvres même, qui sont la grande majorité et qui ont beaucoup moins de pouvoir. Même si dans les faits, vous allez voir, même si dans les apparences, il semblerait qu'ils aient également le pouvoir. En fait, la République romaine est une république oligarchique, c'est-à-dire qui est réservée finalement aux plus riches. Est-ce qu'en France aujourd'hui, ce ne sont pas finalement les plus riches qui gouvernent? La crise des gilets jaunes, c'est un peu la plèbe des Romains, peut venir peut-être questionner sur ça. Bon, on ne va pas faire de digression ou de comparaison avec aujourd'hui, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'est une république assez limitée. Et je vous rappelle que comme pour les Grecs, les femmes n'ont pas le droit de voter, comme les enfants d'ailleurs, et il y a de nombreux esclaves. Et pour voter, il faut être citoyen romain. Et vous allez voir que pour être citoyen romain, il n'y a pas 50 000 solutions. Allez, go. Vos parents sont citoyens, et à ce moment-là, vous serez citoyen romain également. Soit c'est l'empereur, ou la République qui vous donne la citoyenneté pour vous remercier. On peut redonner par exemple la citoyenneté à toute une ville ou à un pays pour le remercier d'avoir défendu Rome ou de l'avoir aidé. On peut donner ça également à un homme, on peut également affranchir un esclave, etc., etc. Donc vous voyez que les choses ne sont pas figées à Rome et qu'on peut encore quand même monter dans la hiérarchie et devenir citoyen.
D'ailleurs, l'empereur Caracalla, dont on parlera prochainement, en 212, décide que tout l'Empire romain, tous les hommes, et pas les femmes, non, tous les hommes de l'Empire romain seront citoyens romains. Ça, c'est une autre histoire et c'est une véritable révolution. Mais au départ, les citoyens sont une petite minorité. Il y a beaucoup plus d'esclaves, finalement, que de citoyens à Rome. Eh oui. Grand B, comment fonctionne cette République romaine ? Alors, quels sont ses principaux organes? Comment devient-on magistrat, etc. Nous allons commencer par une étude de documents. Je vous mets ici, c'est une petite fiche à remplir, des documents, des questions. Allez, c'est parti. On fera la correction directement, comme si on était en cours, comme on le fait en cours généralement, dans quelques minutes. Allez, je vous mets ici le petit document, les questions. Vous les avez également dans travail à faire dans École Directe, à vous de voir. Alors, je vous laisse faire ces exercices, vous mettez sur pause, et puis quand vous aurez terminé, et ben vous rallumez Monsieur Afri et je serai là, évidemment, pour répondre aux questions et faire la correction avec vous. En vert, on n'oublie pas, sur la page de gauche. On peut coller d'ailleurs la fiche sur cette page de gauche. Ça serait une bonne idée d'ailleurs. Allez, à tout de suite. Alors la question 1, qui portait d'ailleurs le numéro 6, c'est pas grave, il y en avait avant, mais ça, c'est autre chose. Alors, qui élit les magistrats et vote les lois? Il fallait le souligner en vert, j'espère que vous l'avez vu, les fameux comices. Ce sont les assemblées de citoyens. La question 2, prêtez à peut-être le magistrat. Il faut savoir que les comices, vous avez vu, votent les lois, c'est vrai, mais également élisent les magistrats. Et les magistrats, c'est ceux qui font marcher la République romaine. Et au sommet, c'est le consul. Quels sont les 3 pouvoirs de ces consuls? Alors, vous avez peut-être vu, il y a un pouvoir militaire, c'est lui qui commande l'armée. Il y a un pouvoir politique, c'est lui évidemment qui gère la politique de cette cité. Et puis vous avez, il n'est pas marqué, un pouvoir, on va dire, religieux. Ça, c'est pas noté, vous pouvez le noter. Pouvoir militaire, politique et religieux. Les consuls sont 2, sont les hommes forts de la République romaine. Jules César le sera un nombre de fois incalculable. Il sera d'ailleurs consul à vie, ce qui lui coûtera d'ailleurs la vie, puisqu'on trouve qu'il avait trop de pouvoir. D'accord? Question 3, la carrière des honneurs, le cursus honorum. C'est ce qui permet de rentrer dans l'administration et de monter une à une les marches jusqu'à consul. Alors, vous avez vu quelles sont les différentes étapes de ce cursus honorum, cette carrière des honneurs. Il faut les souligner en gros. Vous êtes au début, vous êtes questeur. Alors le questeur c'est qui? On le verra tout à l'heure, je vous donnerai un tableau beaucoup plus complet en correction. Le questeur c'est celui qui s'occupe des finances. Bon, c'est le comptable quoi, d'accord? Vous êtes questeur d'abord, dans votre jeunesse, et après vous montez. On peut commencer à partir de 21 ans je crois. Et attention, de mémoire, on n'a pas le droit d'être consul avant 37 ans. Ça laisse quand même le temps d'arriver jusqu'à là. Et ne pas monter trop vite. Vous pouvez être ensuite édile, d'accord? C'est celui qui s'occupe de la police et du ravitaillement de la ville de Rome. Alors ça, c'est super important, puisqu'on sait très bien que si on a des ventres affamés, la révolte est parfois ici, présente. Donc attention, édile, c'est très important. Ravitailler Rome par tous les moyens possibles, et notamment par le port d'Ostie, un port énorme qui permet de ravitailler de tout l'Empire et de toutes les conquêtes romaines, de quoi manger. Parce que Rome est une ville immense et qui a faim. Donc, questeur, édile, ensuite on est prêteur, alors lui c'est celui qui s'occupe de la justice, une sorte de juge suprême, on va dire. Et enfin, consul, je vous l'ai dit, l'armée, l'administration, la politique et un peu de religion aussi. Voilà, pour la carrière des honneurs quand on est magistrat, et quand on est riche surtout, parce que je vous rappelle que toutes ces magistratures, que toutes ces fonctions ne sont pas payées. Et non, c'est gratuit. Bon, après, il y a des dessous de table, on connaît, on est en Italie quand même. Donc bref, il y a d'autres avantages pécuniaires pour sa famille et autres qu'on peut faire engager ailleurs ou autre, mais on n'est pas payé, donc ce qui fait que c'est ceux qui ont le temps et qui ont l'argent nécessaire pour faire ça qui s'y collent. Et évidemment, ce sont les familles patriciennes les plus riches de Rome. Les plus pauvres ont bien d'autres choses à faire que de s'occuper des affaires de l'État. Il va y avoir dans toute l'histoire de Rome, d'ailleurs, le combat entre les patriciens, les familles riches, nobles, enfin, les vieilles familles de Rome, et les plébéiens, la plèbe, la grande majorité du peuple. Bataille qui sera même sanglante, et finalement les plébéiens arriveront à avoir de plus en plus de pouvoir, et ils auront même un tribun de la plèbe qui est chargé de les représenter. D'accord? César sera également tribun de la plèbe. Alors si le mec est à la fois un consul, tribun de la plèbe, etc., ça commence pas à sentir très bon, on n'est plus vraiment dans une république. D'accord?
Et je vous l'ai dit, c'est l'une des raisons essentielles de l'assassinat de César. Alors, d'où viennent le Sénat? Les sénateurs sont des anciens magistrats nommés à vie, d'accord? Donc, c'est des magistrats qui ont fait carrière, etc. Et là, ils sont nommés à vie. Le Sénat, il fallait souligner en rouge, une assemblée qui contrôle les comices, les sénateurs. Ils ont un pouvoir assez... allez, c'est les sages de la République romaine. SPQR, ça signifie, je vous l'ai dit tout à l'heure, Senatus Populus que Romanus. Donc voilà un petit peu pour les exercices qu'il y avait à faire. J'espère que vous avez un petit peu compris tout ça. En gros, si je résume, la République, c'est un système politique organisé autour de 3 grandes institutions. 1. Les comices, c'est les assemblées de citoyens, un peu l'ecclésia grecque, un petit peu si vous voulez. Pas de femmes évidemment, pas d'esclaves non plus, que du citoyen. Alors les comices sont assez importantes, elles ont quoi comme pouvoir? Alors je vous mets ce grand schéma où ça récapitule tout, je vous le mettrai en pièces jointes, vous aurez juste à le découper puis à le mettre dans votre cours, ça fera bien comment fonctionne la République, on mettra ce schéma. Il n'y aura pas besoin d'en mettre plus, ce qui ne vous empêche pas quand même de prendre quelques notes. Donc les comices, assemblées de citoyens, ils élisent les magistrats, c'est-à-dire leurs représentants, parce qu'ils ne peuvent pas tous évidemment participer, et ils votent également les lois. D'accord? Les comices, c'est la base, le plus important, les citoyens. C'est pour ça qu'on appelle ça une république. Ensuite, vous avez justement les magistrats qui sont élus par les comices. Alors les magistrats, ils sont élus pour 1 an, ça évite évidemment qu'ils soient trop habitués, et ça évite évidemment qu'il y ait quelqu'un qui ait trop de pouvoir. Avec Jules César, je vous l'ai dit, ça sera raté, puisque chaque année il sera élu, réélu, 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 et à la fin, il va carrément être élu quand même, consul à vie, et hop, pourquoi pas. Bon, évidemment, on n'est plus vraiment dans une république, vous vous en doutez. Alors, eux, ils administrent la République, ces magistrats, ils proposent les lois aux comices, etc. Et les principaux magistrats, celui que tout le monde veut être, c'est les 2 consuls, qui ont un pouvoir, on l'a vu dans la fiche, assez important. Ces magistrats doivent suivre une carrière prédéfinie, ce qu'on appelle la carrière des honneurs, en latin cursus honorum. Attention, on ne peut pas commencer par la fin, etc. Il y a chaque étape, on doit les passer pour pouvoir passer en dessus, de plus en plus loin. Donc il faut avoir exercé la fonction précédente avant d'accéder à la suivante, ce qui est assez logique. Alors en 2, la deuxième institution, ce sont les magistrats justement que les comices élisent par le vote, on verra tout à l'heure. Ils sont élus pour 1 an, ce qui évite de trop s'habituer à la charge et d'avoir trop de pouvoir. Avec César, ça sera évidemment raté, puisqu'il sera consul année après année, puis finalement consul à vie, ce qui n'est plus vraiment une république, vous vous en doutez. Donc il administre la République, ces magistrats, il propose les lois aux comices, etc. Et le principal, évidemment, magistrat de la ville, c'est les 2 consuls. D'accord? C'est le sommet de ce cursus honorum, la carrière des honneurs. Quand vous êtes jeune magistrat, autour de 21 ans, 21-22 ans, vous pouvez commencer votre carrière. Il faut monter chaque étape les unes après les autres. On ne peut pas commencer par le haut, c'est pas possible, pour pouvoir accéder au sommet. Et une fois que vous avez terminé d'être magistrat, on en parlera tout à l'heure, vous rentrez au Sénat. Alors comment se passe le vote? Comment est organisé ce vote? Allez, regardez, je vous laisse faire, on y répond dans un instant. Alors comment c'est organisé tout ça? Bon, vous l'avez vu, les citoyens sont parqués dans des espèces d'enclos, par fortune, les plus riches d'abord, etc. Et ils attendent d'aller voter. Comment se passe le vote également? Eh bien, vous devez voter avec des tablettes de cire sur lesquelles vous inscrivez le nom du candidat que vous avez choisi, ou si c'est une loi, oui ou non, et puis vous mettez ça dans une urne. Ça ressemble assez à ce qui se passe aujourd'hui, à part qu'on n'a plus de tablettes de cire. Fort heureusement, vous vous en doutez. Donc voilà comment ça se passe, d'accord? Les uns après les autres. Et il fallait dire également que c'est les plus riches qui votent en premier, et que quand la majorité est atteinte, on arrête. Ce qui fait que les très pauvres, ceux qui sont tout en bas de la chaîne, ils votent quasiment jamais. Donc vous voyez, république égalitaire, pas vraiment finalement. Donc on va comparer un petit peu avec ce qui se fait aujourd'hui. Quelles sont les grandes différences si vous regardez bien? D'accord? Alors évidemment, on n'est pas parqué dans des enclos, etc., encore que. Alors, la grosse différence, celle qui permet à notre république de fonctionner et au vote de fonctionner. Est-ce que vous voyez, quand même, c'est marqué tout en dessous, il y a un indice. Regardez, re-regardez. Qu'est-ce qui fait la grande différence? Qu'est-ce qu'il n'y a pas?
Alors vous avez trouvé? La grosse différence, c'est pas les tablettes de cire, etc. Hein. Bon, là, évidemment, on vote pas également par richesse. Bon, ça c'est la grosse différence, vous vous en doutez, c'est plus égalitaire. Mais si on regarde bien, c'est l'isoloir. Hein, quand vous allez voter, personne n'est censé voir pour qui vous le faites. C'est ça, pour pas qu'il y ait de pression, etc. Et là, regardez bien, il y a de la pression, c'est quoi? Ils sont sur un pont, les gars. Et tout autour, il y a les partisans des différents candidats qui sont là pour mettre la pression, pour influencer. Évidemment, vous disiez que s'ils ont des armes ou quoi que ce soit, ça commence à mettre la pétoche et qu'on a tendance peut-être à changer d'avis en cours de route. Et ça, c'est impossible chez nous. D'accord? Il y a des campagnes électorales qui sont organisées. Chez nous, il n'y a pas de pression qui sont mises sur les gens qui vont voter. Vous votez en votre âme et conscience, en fait. Mais alors, bon, on vient de voir. Mais comment ça se passe, une campagne électorale? Allez, voici le texte dont je vous parlais, le document, vous le regardez, je vous laisse le lire, et on va répondre dans un instant pour savoir comment se passe une campagne électorale à Rome. Lisez-moi ce texte, et d'abord la première question, ça sera de trouver comment peut-on, et qui peut se présenter finalement aux élections et pour devenir magistrat. Allez, cherchez-moi ça, et ensuite vous me chercherez évidemment qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens, comment peut-on faire pour que les gens votent pour vous? C'est la question qu'on peut se poser, vous allez voir, c'est assez étonnant. Alors, vous avez trouvé? Bon. Qui peut se présenter? D'abord, il faut être citoyen. Vous l'avez peut-être souligné, ou en tout cas noté. Et ensuite, il faut répondre à la question de l'âge. On indique 37 ans pour être consul. Eh ouais, je crois que c'est autour de 21-22 ans pour les premières charges d'édile. Donc vous avez vu, vous avez du temps quand même pour arriver au sommet de la pyramide administrative de Rome. Comment peut-on convaincre les électeurs de voter pour soi? Alors là, c'est super étonnant. Il faut se promener sur la grande place du forum, puisque c'est sur le forum, évidemment, que tout se passe. C'est le centre politique, religieux, administratif et économique de la ville de Rome. C'est la grande place. Voilà à quoi ça ressemblait, et voilà où ça se passe. Regardez, c'est là, donc sur le forum, on est amené à se promener, d'accord, à discuter avec les gens. Ça, vous allez me dire, ça ressemble un petit peu à ce que font, évidemment, les candidats aux élections en France, oui, c'est vrai. À part que là, ils sont habillés d'une grande toge blanche immaculée, qu'on appelle, je vous le donne en mille, vous l'avez lu, assez étonnant, c'est la toge candidat. Eh oui, le mot candidat, être candidat, ça vient de la toge qu'il portait. Le mec avec sa toge blanche, on est sûr que lui, il veut se faire élire, etc. Alors, donc en campagne électorale, il se promène sur le forum avec sa toge, je viens d'en parler, il fait des promesses, hein. Il est généreux, il offre à boire, tournée générale, il offre des banquets, hein. Il promet la construction d'un arc de triomphe, d'un amphithéâtre, ou que sais-je. Évidemment, on promet beaucoup de choses. Et pour promettre ça, il faut avoir les pépettes, il faut avoir de l'argent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, la vie politique à Rome, pour être homme politique à Rome, il faut être riche et avoir les moyens, ou avoir des soutiens derrière qui sont prêts à mettre la main à la pâte. Et d'ailleurs, vous serez carrément étonné que dans les villes romaines, à Rome comme d'ailleurs dans l'Empire par la suite, hein, ceux qui offrent les beaux monuments, qui restent encore, hein, l'arc d'Orange ou son théâtre, hein, les arènes de Nîmes ou celles d'Arles, le Colisée, ont été offertes à la ville et à ses citoyens par des candidats, par des magistrats richissimes. D'accord? Évidemment pour être populaire et être réélu l'année d'après. Quant aux banquets et autres cadeaux qu'on peut faire aux populations, vous vous doutez que ça, hein, ça faisait que les plus riches avaient le plus de moyens et avaient le plus de chances de se faire élire. Et puis il y avait une dernière chose qui n'apparaît pas dans le texte, il fallait être un bel orateur. Alors c'est quoi un orateur? Un peu comme à la Grèce antique, dans la Grèce antique. Hein. Et bien il fallait savoir parler aux gens, il fallait savoir leur faire des promesses, et il fallait évidemment avoir un art oratoire surprenant. Cicéron par exemple, qui vivait à l'époque de la République, était exceptionnel dans ce domaine. Le centre du pouvoir et le centre de la ville de Rome, c'est le forum, à la croisée. Hein, des grandes artères. Ce forum est véritablement le centre du pouvoir, de tous les pouvoirs. Vous allez en exercice, je vous mets le document qui est là, vous allez me faire un petit tableau dans votre cahier d'exercice en me mettant les 4 pouvoirs sur le forum et en me mettant les bâtiments qui s'y rapportent. Alors, d'abord, pouvoir politique, quel bâtiment s'y rapporte? Première colonne. Deuxième colonne, le pouvoir religieux, ensuite le pouvoir économique et enfin le pouvoir judiciaire. Je vous laisse me ranger les bons bâtiments à l'intérieur des bonnes colonnes. Alors faites-moi ça assez rapidement. Allez, un petit tableau, pouvoir politique, religieux, économique, judiciaire. Et il faut me mettre les bons bâtiments et qui vont avec. Allez, go!
Alors, bon, c'était assez facile, j'espère que vous avez trouvé. Pour le pouvoir politique, la Curie, qui est le siège du Sénat, c'est là que César sera assassiné. Et puis les rostres, une espèce d'estrade sur le forum où les gens, je vous l'ai dit tout à l'heure, les grands orateurs peuvent venir parler. Et quand je vous disais qu'il pouvait y avoir pression, c'est-à-dire qu'on demandait à ses partisans de venir, mais les adversaires demandaient à leurs partisans également de venir. Il n'était pas rare que les deux camps s'affrontent, un peu comme dans un match de foot, les hooligans, etc., que chacun avait des épées, on balançait des tomates pourries un petit peu sur ceux qui étaient en train de parler pour essayer de les déconcentrer, et puis on montrait également les armes pour pouvoir éventuellement leur faire peur. Alors vous avez vu, quand je vous disais que tous les coups étaient permis, ça finissait parfois en pugilat, carrément en bataille, il y avait des morts, je vous le rappelle. Alors, peu importe, on s'égare un petit peu. Donc vous avez vu que le forum, c'est le centre politique de la ville de Rome. Curie, rostre, c'est également le centre économique de cette ville. Les boutiques et les basiliques, qui sont également de grands centres commerciaux. Ces basiliques, on pouvait également les mettre dans pouvoir judiciaire, puisque c'est là également qu'il y a les cours de justice et c'est là qu'on vient juger les grandes affaires. Ces bâtiments, les basiliques, sont les plus grands bâtiments qui existent à Rome, gigantesques. Ne pas confondre avec ce qui deviendra par la suite les basiliques religieuses, ce sont des églises, c'est pas du tout ça. Là, je vous l'ai dit, centre commercial, de justice, de réunion, quand il pleut, etc. C'est là qu'on vient se réunir et qu'on vient parler, les basiliques. Enfin, il restait un dernier pouvoir, le pouvoir religieux. Il y avait beaucoup de temples sur le forum. Celui qui est indiqué dans le texte, c'est le temple de Saturne, mais vous pouviez également mentionner, pourquoi pas, le temple de Castor et Pollux, le temple, c'est les Dioscures, vous pouviez également le temple des Vestales, vous aviez énormément le temple d'Auguste et de Livie, qui arrivera par la suite. C'est ici qu'on vient également prier, donc centre politique, religieux, économique et judiciaire de la ville de Rome, c'est le forum. Bon voilà, on a terminé ce grand B sur comment fonctionne la République romaine. Vous avez vu, il y a certains aspects qui ressemblent un petit peu à notre vie politique en France, notre République française, et puis il y a plein de différences. Nous sommes dans l'Antiquité, c'est les débuts de la République, et elle est loin d'être égalitaire, elle est loin d'être pour tout le monde, cette République, et elle est entre les mains des plus riches à Rome, ce qui entraînera de nombreuses révoltes, des assassinats, etc. Une vie politique assez troublée, une vie politique où les coups de couteau et tous les coups sont permis, je vous l'ai dit. Voilà. Et je vous mets une petite trace écrite dans contenu de séance que vous allez également découper pour mettre dans votre cours. Et en ordre, je vous rappelle, le petit schéma grand B, comment fonctionne la République romaine, c'est collé. On va voir maintenant dans un grand C tout autre chose. Cette République va monter en puissance. Elle va partir à la conquête du monde et conquérir un immense empire. Donc c'est le grand C qu'on va mettre maintenant. La République romaine à la conquête d'un immense territoire ou d'un immense empire, comme vous voulez. On ne parle pas encore d'empire puisque c'est une république, mais enfin bon, voilà. La République romaine à la conquête d'un immense empire.
Petit 1, l'armée, véritable machine de guerre. Et on va étudier ce qui a permis à Rome de dominer d'abord la Méditerranée, le monde ensuite de cette époque, de mettre tous ses ennemis à genoux, la Légion, l'organisation de cette armée étonnante. Pour commencer, on va commencer par une étude de documents. Un film, une fiche. La fiche, je vous la mets dans travail à faire, en pièces jointes. Vous pouvez la faire sortir, photocopier pour pouvoir la remplir ensuite, parce qu'il va falloir regarder, pour parler de l'armée romaine finalement, rien de mieux que le cinéma. Il y a des reconstitutions incroyables. Le film Gladiator, par exemple, si du point de vue historique, c'est pas terrible, on est d'accord. Du point de vue reconstitution du Colisée et des batailles, c'est extraordinaire. Puisque vous allez maintenant regarder cet extrait de film et ensuite répondre aux questions de la fiche. Ça va ensemble, évidemment. L'armée romaine, à l'époque, c'était quoi? Eh ben, c'était ça. Load the catapults. Infantry form up for advance. Archers ready. Archers! North! North! Athlete! 3 weeks from now, I will be harvesting my crops. Imagine where you will be, and it will be so. Hold the line! Stay with me! If you find yourself alone, riding in green fields with the sun on your face, do not be troubled, for you are in Elysium, and you're already dead! Brothers, what we do in life echoes in eternity.
Voilà, ainsi s'achève notre cours d'histoire en vidéo, notre plongée fascinante dans les petits secrets de la République romaine. J'espère que vous en avez retenu l'essentiel, la définition d'une république, d'accord, son fonctionnement à l'époque antique, et puis les grandes différences qu'il y a avec notre république, notre république française. Ah, évidemment que la République romaine a servi de modèle. On l'a améliorée depuis, heureusement. Bon, nous basculons maintenant dans une partie tout aussi passionnante, hein, la République à la conquête d'un immense empire, je vous l'ai dit. On va étudier l'instrument fondamental de cette conquête, l'armée invincible, les légions romaines. Vous venez de voir un petit bout de film Gladiateur, ouïouïouï, ça déménage, vous avez vu, mais ce n'est rien par rapport à ce qu'on verra jeudi. Je vous dis donc bye bye, vous avez quand même, et je ne vous laisse pas sans rien faire, vous avez, je vous le mets en pièce jointe, des questions à faire, une petite question à faire, et puis un légionnaire à remplir, hein, quel est son équipement, quelles sont les tactiques, etc. Qu'est-ce qui fait la force de cette armée romaine? C'est après avoir vu le petit bout de film, ça va avec, hein, vous regardez le bout de film une deuxième fois si vous avez besoin, et puis vous répondez à ces questions, on les corrigera jeudi, et on ira plus loin, on ira voir Hannibal, César, etc. Et pour une plongée dans l'histoire tout aussi passionnante de l'armée romaine, de ses conquêtes. D'Alésia à Carthage, en passant évidemment par la Gaule, vous verrez que c'est véritablement très intéressant. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Je vous laisse en fin de vidéo un petit clin d'œil, comme d'habitude, de voyage. Et puis n'oubliez pas que demain, mercredi, je vous poste une nouvelle carte postale historique. Cette fois direction le Laos, c'est mon top 9 des plus beaux monuments que j'ai eu l'occasion de visiter. Passez une bonne semaine, portez-vous bien, bye bye. L'hôtel est à l'intérieur d'anciennes écuries. On a fait des petits box, il y a des chambres. Et vous me croirez ou pas, il y a encore les chevaux. Alors celui-là, je rigole, il vient du champ de... Mais lui, il s'impose, il est dans notre cuisine. Tranquille. Et hop. Bon, les sanitaires sont assez, c'est correct, hein, mais assez basiques. Hein, c'est pas le grand luxe, on vous prévient quand même. Hein. On est dans une auberge de jeunesse. Il y a une petite cuisine derrière où il y a le cheval, vous avez vu, qui est en train de prendre son petit déjeuner. On peut y faire la cuisine. Il y a des plaques, il y a du gaz. On est bien, il y a des grandes tables, donc ça pourrait convenir très bien au groupe de Zigo, et notamment au grand groupe, puisqu'on peut loger facilement une trentaine de personnes dans l'auberge. Ce compte cheval glisse un petit peu.